Ivoiriens se sont rendus aux urnes. Aujourd'hui, les bureaux de vote sont maintenant fermés depuis 18 heures. Place au décompte des voix, un décompte qui va fixer la population sur l'adoption ou non de la nouvelle constitution. Le Premier ministre français Manuel Valls est arrivé aujourd'hui à Abidjan. Manuel Valls qui va rencontrer le président Ouattara sur la table à les questions sécuritaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Ouattara a voté aujourd'hui lors du référendum. Alassane Ouattara a appelé les Ivoiriens à aller se prononcer sur la nouvelle constitution et aussi à le faire dans le calme. Viviane Aïmé était au lycée Sainte-Marie dans la commune de Cocody. C'est là que le chef de l'État a voté. Ce dimanche 30 octobre, jour tant attendu du vote référendaire, le président de la République, à l'image de tous ses concitoyens, devait se rendre aux urnes. Avant d'aller accomplir ce devoir citoyen, le président de la République a eu une nouvelle fois des mots à l'endroit de ses compatriotes. C'est un droit. Vous savez, dans beaucoup de pays, même en France, aux États-Unis, beaucoup de populations n'avaient pas le droit de vote il y a un demi-siècle. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons ce droit depuis l'indépendance. Et de 21 ans, nous sommes revenus à 18 ans, la baissé à 18 ans. C'est-à-dire que nous voulons que la jeunesse soit partie prenante dans ce processus. C'est un jour historique, c'est un jour important. Il s'agit de bâtir les fondations de la Côte d'Ivoire moderne. Il était 11h02 quand son cortège est arrivé dans la cour du lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est rendu au bureau de vote numéro 6 sous les objectifs d'une nuée de caméras et d'appareils photo. Après s'être soumis aux formalités d'usage, le président de la République a glissé son bulletin de vote, incontestablement le bulletin vert, dans l'urne. Devoir accompli, la presse n'a pu s'empêcher de lui demander ses impressions sur le déroulement en cours du scrutin référendaire. Je lance un appel pour les élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. Le président de la République a conclu en appelant une nouvelle fois les Ivoiriens à refuser l'indifférence ou le rejet, mais plutôt à se rendre aux urnes pour exprimer leur volonté. Dans la commune de Yopougon, la population est allée se prononcer sur la réforme constitutionnelle, suivant le reportage de Franck Kouadio. Yopougon, il est 9h30. La circulation est fluide. On peut apercevoir à plusieurs carrefours quelques éléments des forces de sécurité et de défense. C'est que quelques heures plus tôt, plusieurs endroits, dont celui-ci au carrefour Saint-André, ont été le théâtre d'échauffourées entre perturbateurs du scrutin et forces de l'ordre. Après l'accalmie, un tour dans les lieux de vote. Dans celui-ci, à presque 10 heures, pas encore de scrutin. Les votants rongent leurs freins. Problème de logistique, nous dira-t-on, mais pas pour longtemps. Quelques bureaux ouvrent, le scrutin peut commencer. À l'issue de ce vote, que la Côte d'Ivoire se retrouve davantage unie et pour la prospérité. L'après-midi, dans ces lieux de vote, au quartier Ananéré et Ouassakara, les électeurs sacrifient au devoir civique. Je suis venu voter pour la paix, pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Je viens d'accomplir mon devoir, un devoir civique, c'est un droit pour moi. Il est 16h, un tour à l'EPP Sikoji 2. Ici, tôt le matin, a sévi un groupe de manifestants, mais le matériel cassé ou emporté a été remplacé vers 13h et depuis, le scrutin se déroule normalement. Parce que c'est pour sauver des vies humaines demain. Ce qui nous est arrivé, mais plus que ça revient encore, ici comme André, ici en Côte d'Ivoire. En somme, une journée de vote contrastée à Yopougon, mais le calme a vite revenu ce dimanche dans la plus grande commune du district d'Abidjan. Les populations d'Adiaké et de Bonois se sont rendues aussi aux urnes pour voter oui ou non lors de ce référendum. Comment se sont passées les choses là-bas? Herman Guivet nous le dit. Lycée moderne de Grand Bassam, 8 heures précises. Les bureaux ouvrent
Nous sommes dimanche, jour de vote, mais surtout jour de culte. Comme on dit, c'est jour de culte. Après le culte, 11h midi, c'est là qu'on a l'affluence. J'encourage tous les Ivoiriens à aller voter. Mais il faut aller à l'église, parce que l'inspiration viendra de Dieu. Si le vote est un acte citoyen, l'inspiration, elle, est divine. Même son de cloche à Bonnois, où John Wanteke Norbert, le député maire, indique la voie des urnes. Image forte, la maladie et le poids de l'âge n'empêchent pas Dame Inga Cécile d'aller voter. Moi-même, j'ai dit la vérité. Si cette année, on a voté, c'est fini pour moi. Parce que maintenant, mon pied là, ça va pas du tout. Si tu votes là, c'est pour des enfants. C'est pas pour quelqu'un. Dans la cour de l'école, un cadre de la région venu exercer son droit civique. Chacun peut aller voter comme il veut. C'est ça aussi la démocratie. Mais que le calme soit préservé pour qu'une fine, que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Seul bémol, les caprices de la technologie. L'appareil numérique n'arrive pas à voir mon nom, donc ce qui fait que depuis le matin, je suis là. Poste frontière Côte d'Ivoire-Ghana. À Noé, on a voté dans le calme. Retour sur Aboisseau, les cadres de la ville donnent l'exemple. J'ai conscience d'avoir posé un acte historique dans le sens de la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans mon pays, en assurant ainsi un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis là pour accomplir mon devoir civique, ce que je viens de faire avec bonheur. Bassam nous ouvre ses bras à nouveau. La pluie s'invite dans le scrutin. La ville historique reste fidèle à l'expression de la démocratie. Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie et une flaque d'eau qui empêcheront ce septuagénaire d'accomplir son devoir de citoyen. Le vote pour ou contre la nouvelle constitution s'est globalement bien déroulé selon le président de la CEI. La ministre de la Cohésion sociale exprime son satisfecit. Le reportage de Hugues Bibli. Après avoir accompli son droit de vote dans cette grande école de la Riviera Palmeraie, la ministre Mariatou Koné peut entamer sa visite de terrain. Une visite pour s'assurer que tout se passe bien, que la cohésion sociale n'est pas mise à mal par ce référendum. Première étape, Bingerville. Nous sommes au groupe scolaire à Kouademé, à Djamé-Bingerville. Visite de la ministre dans quelques bureaux de vote, échange avec les agents électoraux. Tout se passe bien, au dit du chef de ce centre. Les choses se déroulent bien. Il y a la quiétude, il y a la calmie. Les différents électeurs viennent pour voter dans le calme. Après Bingerville, cap sur Koumassi, la commune de Raymond Doï-Yapi. Le maire nous confie que tout se passe bien. Atekoubé, dernière étape de cette tournée. Au centre social d'Atekoubé, 8 bureaux de vote ont ouvert et aucun incident n'est signalé à notre passage. La plupart des bureaux, pour ne pas dire tous les bureaux de vote que j'ai visités, c'était des bureaux où il n'y avait aucune violence. Bingerville, Koumassi et Atekoubé, le vote s'est déroulé dans le calme dans ces 3 communes. C'était un reportage de Victorine Yao. Et puis à Dabakala, la population a aussi voté. Moussa Konaté nous explique tout cela. Dabakala. Les cadres du département se sont mobilisés autour d'une population estimée à 198 000 habitants pour une participation massive au référendum. Des cadres qui donnent ici le bon exemple. Tout le monde doit se mobiliser. Les moyens ont été dégagés afin de sensibiliser toute la population de Dabakala. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'expression. C'est un sentiment de fierté et Dabakala a pris la pleine mesure de la chose. Le scrutin se passe dans le calme et la sérénité ici à Dabakala. Déjà ce matin, nous avons pas mal de monde et j'espère un taux important avant la fin de la journée. Le département de Dabakala compte 47 200 électeurs attendus dans 157 lieux de vote qui regroupent 196 bureaux de vote. Ici, le poids des années n'empêche pas les personnes âgées de prendre part au scrutin. Même si elles se déplacent difficilement, la motivation est à la mesure de l'événement. La présence des forces de l'ordre de l'opération de sécurisation du référendum constitutionnel baptisé Égale Destinée consolide l'atmosphère de la tenue du scrutin à Dabakala. La population de Béoumi se sont prononcées aussi sur la nouvelle constitution. Suivez ce reportage de nos confrères de RTI Boaki. Les populations de la région de Gbeke ont accompli dans le calme et la discipline le vote de ce dimanche 30 octobre. De Bouaké à Botrou, en passant par Béoumi et Sakassou, aucun incident n'a été signalé. Pour les superviseurs du RHDP, ce scrutin référendaire démontre la maturité politique des Ivoiriens.
Ce jour, dimanche 30 octobre 2016, nous avons effectué effectivement une tournée dans les différents départements de Gbeke. Nous avons été successivement à Dahomey, ensuite à Boutro, et à Bouaké, et enfin Sakassou. Les actes de vote se sont bien passés. Nous n'avons pas eu d'incidents qui ont été signalés. Et je peux vous dire que les votes se sont très bien déroulés. La région de Gbeke entend rééditer son score réalisé lors de la dernière présidentielle. Touba s'est aussi exprimé sur l'adoption ou non de la réforme constitutionnelle. Il est 14h20 lorsque nous arrivons à Touba en provenance d'Odéné. Un peu plus de 6 heures que les bureaux de vote sont ouverts. Matin, ici j'allais au sien pour aller vous regarder dans mon sien. Donc c'est pourquoi je suis venu vers le 15h pour venir voter. En cette mi-journée, beaucoup d'électeurs sont déjà passés selon les agents de la CEI, la Commission électorale indépendante. Même sur les lieux de vote, le retrait de la carte peut se faire. On a reçu pas mal de personnes ce matin qui ont retiré en même temps leur carte, qui ont fait le vote avec la présentation de leur CENI. Et en même temps, on a profité pour leur donner leur carte d'électeur. Toute la matinée, la députée Sarah Sako a sillonné différentes localités du Bafing pour se rendre compte du bon déroulement du scrutin. Nous l'avons rencontrée pour faire le point. Chez nous, le matin, dans certains bureaux, il y a beaucoup d'affluence. Jusqu'à l'heure de la première prière, il y a un ralentissement et puis maintenant, ça commence à venir. Et d'ici 18h, on aura fait le plein. Tout va très bien. Moi, ce matin, j'ai fait la sous-préfecture parce qu'ici, on est en commune. J'ai fait la sous-préfecture jusqu'au fleuve et vers midi, il y a beaucoup de villages qui avaient terminé. Les grands enjeux, c'est nos 99,99% ce soir. Retour à Odéné, 18h, c'est l'heure de la fermeture. Les retardataires arrivés avant ont quelques minutes pour voter avant la fin des opérations. Sachez que les Ivoiriens de France ont aussi voté. Ils se sont rendus au Palais des Congrès de Montreuil à Paris et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France y était aussi. Le Premier ministre français, lui, est à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Manuel Valls va rencontrer le chef de l'État, le chef du gouvernement français et le président Ouattara parleront des questions sécuritaires. La Côte d'Ivoire constitue la dernière étape d'une tournée ouest-africaine. Sylvie Touré. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Toujours en Côte d'Ivoire, SOS Village d'enfants a fait un don de 200 millions de francs CFA au groupe scolaire Rail 4 et Sagbe, c'est dans la commune d'Abobo. 2 bibliothèques et des sanitaires, c'est le don fait par SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire. Le reportage de Malika Koulibaly. 2 bibliothèques flambant neuves, équipées et des sanitaires. C'est le don du village SOS d'enfants Côte d'Ivoire au groupe scolaire Rail 4 et Sagbe d'Abobo. Un geste plein de sens pour les parents d'élèves. Nous sommes très heureux. Nous sommes heureux parce que aujourd'hui, les enfants que nous avons dans les classes de CM2 ne savent même pas lire et écrire. C'est déjà un mal. Et ce mal peut se corriger à travers les bibliothèques où ils sauront comment trouver les romans et autres, et les lire, et puis bon, s'améliorer un peu plus. Ce don est estimé à 200 millions de francs CFA. Il est la contribution du village SOS d'enfants Côte d'Ivoire à la politique de la nouvelle école du gouvernement ivoirien. Le projet, c'est de pouvoir étendre ça dans d'autres écoles, aussi bien à Bobo que dans les autres communes d'Abidjan et même d'Aboisseau et de Yopougo, là où nous sommes implantés. C'est de participer, bien sûr, à l'effort du gouvernement d'offrir un cadre de vie agréable
au travail des enfants et des enseignants. Les résultats scolaires ne peuvent être bons que s'il y a un cadre de travail qui est propice. L'action de ce centre d'accueil va contribuer à améliorer le taux de rendement scolaire dans ces deux établissements. Et pour les parents d'élèves, cette amélioration sera encore plus nette si ces écoles étaient dotées de nouvelles salles de classe, de plus de tables-bancs et de mesures de sécurité. À Agnibi-les-Cros, de nombreux jeunes exercent des métiers de l'artisanat, mais ils rencontrent d'énormes difficultés. Un centre artisanal sera créé là-bas pour leur permettre de mieux se former. La promotion de l'artisanat au cœur des préoccupations du ministre en charge de l'entrepreneuriat et de l'artisanat. Mamadou Kwasi revient d'Agnibi-les-Cros. L'artisanat constitue 70% des activités du département d'Agnibi-les-Cros. Mais ce secteur qui contribue au développement du département depuis quelques années rencontre d'énormes difficultés liées essentiellement au manque de matériel, de sites de travail et surtout de manque de la politique de commercialisation des fruits de leur labeur. Malgré tout, de nombreux jeunes déscolarisés continuent d'embrasser les métiers de ces secteurs qui sont entre autres la mécanique automoto, la tôlerie, la couture et la coiffure. Ils rêvent tous d'un avenir meilleur dans ce secteur, mais déjà, leurs mérites sont récompensés. Une journée dédiée aux artisans du département d'Agnibi-les-Cros est initiée. Une manière de leur dire qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Cela, nous avons voulu démontrer aux jeunes couturiers, aux jeunes menuisiers, aux jeunes maçons, etc. pour leur dire que vous aussi, à votre niveau, il faut être émergent parce que c'est ensemble que nous allons aller vers 2020 pour un développement sûr. Au cours de cette journée, c'est une centaine de jeunes artisans qui a vu ces efforts récompensés. Des diplômes d'honneur remis à chacun de ces jeunes qui se sont tous engagés à fournir plus d'efforts pour la qualité du travail. Je me sens à l'aise avec mon métier, j'ai été honoré aujourd'hui, qui me donne le courage encore de continuer. Oui, ça nourrit son homme, j'ai ma famille, j'ai fait tout dedans, donc le métier nourrit son homme. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat et de l'artisanat a salué l'esprit de créativité des jeunes d'Agnibi-les-Cros. Ansoumana Moutaï a parlé des dispositions prises par le gouvernement pour la promotion des activités de l'artisanat. C'est plus de 280 secteurs d'activité, branches d'activité. Donc nous allons voir ces activités qui peuvent vivre ensemble, qui peuvent être dans un même espace. Nous allons pouvoir donc les mettre dans cet espace. Mais c'est surtout les infrastructures de promotion et de formation, de recyclage de ces artisans qui est le plus important. Parce que ceux qui exercent déjà ont un savoir-faire. Et nous savons aussi, ici aussi, il y a beaucoup de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui ont embrassé beaucoup de secteurs d'activité dans le domaine de la transformation de nos matières premières. Et ça, nous devons les accompagner. Le ministre Pascal Kwaku Abina et Siamou Foufana, tous deux cadres du département d'Agnibi-les-Cros, ont aussi félicité les jeunes pour leur engagement dans l'entrepreneuriat. Ils s'engagent à les soutenir afin de sortir la pauvreté de la région de l'Indénié-Djuablé. Nous sommes disposés à l'accompagner, à lui trouver des sites comme il le souhaite pour pouvoir installer nos artisans aussi bien à Agnibi-les-Cros qu'à Bangourou et à Bétier. Avant la création de ce centre artisanal, un fonds sera alloué aux jeunes de la région afin de renforcer davantage leurs différentes activités. Parlons des œuvres d'art réalisées par un artiste amoureux de paille et de sciure. Cet artiste plasticien est aussi à Agnibi-les-Cros où son art fait beaucoup parler de lui. Découvrons les œuvres de Moussa Traoré dans ce reportage de Ami Sissoko. De la paille, de la sciure, deux éléments de fortune qui, une fois entre les mains de Moussa Traoré, se transforment en de véritables chefs-d'œuvre. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ce que celui-ci fait, ce petit bâtonnet ne le fait pas. Cette matière première que nous prenons pour mettre au feu pendant l'harmattan pour se réchauffer dans les villages, et voilà ces pailles que nous prenons aussi pour faire la toiture de nos maisons traditionnelles, arrivent à faire de l'art. L'avantage de ces matériaux, c'est leur durabilité. L'artiste plasticien exprime son talent sur du contreplaqué. Il colle minutieusement ses pailles. Pour exprimer son génie, Moussa Traoré, assisté de son apprenti, prépare la sciure afin d'obtenir différentes colorations. Sciure qui sera ensuite étalée sur les tableaux. Une manière de donner vie à ses œuvres d'art. Son art, Moussa Traoré le baptise Kalagbebara, expression malinké qui signifie le travail de la paille. Une découverte faite à Conakry en Guinée en 1991. Après les études secondaires, j'ai décidé
d'aller en aventure. Et je me suis retrouvé à Conakry. Et de là, j'ai découvert cet art qui était fait par mon tuteur. Et de là, ça m'a inspiré et j'ai appris à faire ça. Moussa Traoré dit produire plus de 50 tableaux par an. Il a à son actif plus de 1000 tableaux. Malgré son talent, cet artiste plasticien n'a jamais fait de grandes expositions. Mais son savoir-faire est connu dans sa région, l'Indéni-Douablé. On disait que le noir ne s'intéresse pas aux tableaux. Non, ce n'est pas ça là. Mes tableaux sont beaucoup achetés par mes frères africains. Et les Européens aussi achètent beaucoup, même les Américains. Vu le travail qu'il fait avec du matériel de récupération, soit la paille, il a pu faire ses tableaux avec ses formes et les courbes bien dessinées. Et c'est ce qui m'a impressionné dans le tableau. Vous en avez pris combien? Au total, une douzaine. À chaque fois que je prenais, c'était pour substituer ce que je donnais. Parmi ces tableaux, il y en a d'autres qui ont été payés à dessin pour faire plaisir à des gens. L'artiste a le souci de perpétuer son art. Il prend donc plaisir à partager son savoir. J'étais un jeune de la classe de terminale et comme il n'y avait pas tous les moyens, mon patron qui est juste à côté de moi ici, je suis venu apprendre près de lui pour que le domaine puisse être bon pour moi parce que ça nourrit son âme aussi. J'aimerais former beaucoup de jeunes dans mon art puisque je suis le seul qui le fait en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent se prendre en charge. C'est une manière aussi de lutter contre le chômage. J'aimerais exposer dans des semaines de l'artisan, dans des villes comme Yamoussoukro, Abidjan, Bassam, San Pedro. Exposé au plan national reste l'un des projets phares de Moussa Traoré. Mais en attendant, il prospère dans l'Indéni-Douablé. Flashback sur l'actualité internationale, les faits marquants de cette semaine avec Gabriel Zani. Lundi 24 octobre, début du démantèlement de la jungle de Calais. L'objectif des autorités françaises, évacuer près de 6500 migrants installés dans la jungle. Direction les 280 centres d'accueil et d'orientation répartis dans toutes les régions de France. Au moins 12 personnes ont été tuées le mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôtes à Mandera, a annoncé le responsable de la police du comté de la ville. Il s'agit de la deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya. L'attaque de Mandera n'a pas été revendiquée. La Gambie se retire à son tour de la Cour pénale internationale, a annoncé mardi soir son ministre de l'Information, Chérif Jogane, après le Burundi et l'Afrique du Sud. Le ministre gambien a accusé la CPI de persécution envers les dirigeants africains. Au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de la Cour, sans être inquiétés, selon la Gambie, pays d'origine de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. L'Égypte fait face à une crise monétaire selon la directrice générale du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a estimé jeudi qu'une dévaluation rapide de la monnaie permettra de faire face à l'écart grandissant entre taux de change officiels et officieux. Cette crise monétaire dans le pays s'est aggravée depuis la crise politique débutée en 2011 avec les soulèvements qui ont chassé du pouvoir l'ancien président Hosni Moubarak. Le FBI va relancer son enquête sur l'affaire des 11 mails envoyés par Hillary Clinton depuis sa messagerie personnelle pendant qu'elle était secrétaire d'État. Un rebondissement qui sonne comme une bouée de sauvetage pour le candidat républicain Donald Trump qui veut s'en servir pour rattraper son retard dans les sondages. L'opposition ne décolère pas au Venezuela. La coalition de la table pour l'unité démocratique a mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le pays contre le chef de l'État ce vendredi. L'enjeu, faire pression sur le gouvernement pour réengager le processus de référendum ayant pour but de révoquer Nicolas Maduro. Le président du Yémen, Abderrabo Mansour, a dit à rejeter un plan de paix proposé par l'ONU pour mettre fin au conflit qui fait rage dans son pays, a déclaré samedi une source présidentielle. Les détails de ce plan n'ont pas été rendus publics, mais des sources proches du dossier ont indiqué qu'il prévoyait un départ du pouvoir du président yéménite.
Un séisme de magnitude 6,5 a encore ravagé dimanche le centre de l'Italie. La secousse a détruit de nombreux bâtiments dont la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Seuls des blessés étaient recensés dimanche après-midi, mais aucun décès. Les dégâts matériels sont toutefois très importants. Des quartiers entiers de certaines villes sont désormais recouverts de gravats après 3 séismes en quelques semaines. Avant de nous dire au revoir, sachez que les Ivoiriens se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Place au décompte des voix, un décompte qui va fixer la population sur l'adoption ou non de la nouvelle constitution et ce sera demain. Portez-vous bien.